le monde connaît le katana. De Ghost of Tsushima jusqu'à Sekiro, en passant par Le Dernier Samouraï ou un film de Kurosawa, ils ont tous un point commun, l'omniprésence du légendaire sabre japonais, le katana. Mais le problème, c'est que tous les katanas ne se valent pas. Du katana utilisé par les Ashigaru, ces simples fantassins conscrits venant de la paysannerie, jusqu'au magnifique sabre digne d'œuvre d'art d'un shogun, c'est absolument le jour et la nuit. Un art de la forge du sabre qui existe depuis près de 1000 ans. Et durant toute cette histoire, il existait des sabres légendaires. Des sabres si parfaits qu'on leur prêtait des pouvoirs surréalistes. Pouvoir de guérison, de tuer un démon, ou que le sabre soit le démon lui-même. Ce sont les Tenka Goken, les 5 sabres célestes. Encore aujourd'hui, des katanas, ça se trouve relativement facilement et sur de nombreux sites. Malheureusement, la plupart sont des sites de dropshipping ou carrément des arnaques, si bien que c'est devenu très difficile de trouver un site de véritable confiance. Pourtant, il existe encore des artisans passionnés par l'art du sabre japonais et qui possèdent leur propre forge et forgent vraiment leur katana. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous parle de artkatana.com, que je suis allée chercher moi-même pour qu'ils sponsorisent cette vidéo. Ils sont parmi les derniers français à proposer les services de leur forge pour forger à la main vos commandes personnalisées avec un grand souci du détail. Il suffit de les voir travailler dans leur forge pour s'en rendre compte. Du katana jusqu'au wakizashi, en passant par les tachi, les tanto et même les armures complètes, ce sont des objets d'exception et pour tous les prix, pour les pratiquants d'arts martiaux ou simplement les passionnés du Japon qui veulent un véritable bout d'histoire chez eux. Je vous encourage vraiment à aller voir leur site, c'est le premier lien dans la description, c'est vraiment les meilleurs dans leur domaine et je suis moi-même cliente régulière, je leur ai déjà commandé 3 sabres et je n'ai jamais été déçue. Juzumaru Tsunetsugu, le chapelet. Je vous laisse tout de suite, malgré le titre et l'intro, les 5 sabres célestes ne sont pas des katanas, mais bien des tachi. L'ancêtre des katanas généralement plus longs, plus courbés et se tenant tranchant vers le bas, puisque souvent utilisés à cheval. De toute façon, on pense souvent que sabre japonais est égal à samouraï, mais le premier sabre de notre liste casse directement ces clichés avec le Juzumaru Tsunetsugu, forgé par Aoe Tsunetsugu, l'un des 5 sabres célestes détenus cependant par un moine, Zeishobo Lensho, bien plus connu sous son nom de Nichiren, dont on dit qu'il l'aurait utilisé avec un Juzu, une sorte de chapelet qui donnera son nom au sabre, pour se défendre des bandits et des agressions, mais surtout pour que le sabre puisse jouer son rôle d'arme protectrice contre les mauvais esprits et qu'il puisse défendre le temple et sa secte. Et oui, sa secte. Ok, Nichiren est certainement le moine le plus connu de l'histoire du Japon. C'est lui qui créa la secte Nichiren-shu en 1253 durant l'ère Kamakura. Il était alors en concurrence avec les grands mouvements bouddhistes de l'époque, à commencer par le zen que vous connaissez au moins de nom, mais surtout par la doctrine de la terre pure, 2 courants très largement majoritaires dans le Japon de l'époque. Mais son acharnement prosélytiste lui a rapidement apporté les disgrâces des différents shoguns, notamment en étant exilé 2 fois, régulièrement agressé et parfois même physiquement. Il prétendait que la doctrine de la terre pure attirait le malheur sur le Japon, que cela empoisonnait le pays de l'intérieur et attirer les mauvais esprits, puisqu'en 1268, l'Empire mongol menaça d'envahir le Japon. C'est à ce moment-là qu'il redoubla de critiques envers les grands courants de pensée bouddhistes, jusqu'à passer très près de la décapitation. Cependant, il sera gracié malgré tout et sera même écouté pendant un temps par le shogun, avant de finalement être écarté des influences du pouvoir. Mais il a laissé derrière lui de nombreux disciples qui vont continuer son œuvre. Aujourd'hui, le courant Nichiren est l'un des courants principaux du bouddhisme au Japon et fera même naître des sectes qui se revendiqueront comme des véritables successeurs du Nichiren. C'est le cas par exemple de la Soka Gakkai. Cette secte ne vous dit probablement rien, mais avec ses 12 millions de membres d'après la secte, sur près de 192 pays dont la France, c'est l'une des sectes les plus puissantes du monde, avec des rassemblements de plusieurs milliers de personnes chaque année. Je parle de secte car depuis sa création, la Soka Gakkai multiplie les actions très étranges, à commencer par le fait qu'ils sont à l'origine du célèbre parti politique du Komeito, malgré qu'il y ait eu une scission entre le parti et la secte suite à des critiques publiques. Mais encore aujourd'hui, les chefs de la secte ont de forts liens avec ceux du parti du Komeito. Les croyants de la secte, par exemple, sont appelés à voter pour le Komeito systématiquement, ce qui viole évidemment l'article 20 de la Constitution japonaise, de séparation de la religion et de l'État.
Et en France, nous ne sommes clairement pas épargnés, avec des châteaux français achetés par la secte et utilisés à des fins de rassemblement. J'ai été piégée. Un jour, des gens comme vous et moi se sont présentés comme les nouveaux propriétaires du site. Ils se disaient mouvement laïque du bouddhisme et ne demandaient rien, sinon l'autorisation de mener des travaux dans les dépendances. Et le bouddhisme m'a toujours intéressée, puis l'actualité m'a dépassée, tout le monde a eu peur ici. Depuis, les gens s'interrogent moins sur le château que sur la présence de la secte elle-même. Mère Tino Petruzzi. Des offrandes, un gong, similitude, ressemblance avec le bouddhisme. Mais la Sokayaka y a ajouté ces objets qui coûtent cher. Le meuble, appelé Butsudan, prix moyen 3000 francs. Enfin, tout dépend de sa foi. Si vous pratiquez plus, tout va aller mal pour vous. Donc je peux dire que non, on est carrément lobotomisé. Il y a une escroquerie sur le fait de la spiritualité parce qu'on se revendique du bouddhisme. Mais il est très loin le bouddhisme à la fin, pour finir. Vous comprenez alors mieux pourquoi ce sabre, le Juzumaru Tsunetsugu, porté par Nichiren en personne, n'est pas qu'un sabre légendaire du folklore japonais, mais une véritable relique sacrée pour des millions de gens à travers le monde. Il est aujourd'hui entretenu et protégé par le temple Honkoji et considéré par l'agence gouvernementale japonaise pour les affaires culturelles comme bien culturel d'importance. Dojigiri Yasutsuna, le tueur de démons. Il faut savoir que tous les 5 sabres célestes sont des lames incroyables, considérées comme parfaites par les spécialistes. Pourtant, parmi les 5, il en existe un particulièrement réussi, particulièrement dangereux et particulièrement bien forgé. C'est le Dojigiri Yasutsuna, forgé entre le 10e et le 11e siècle par un certain Ohara Yasutsuna. Pire que ça, ce sabre fait partie des tout premiers ancêtres du katana. C'est ce sabre qui a participé à construire l'esthétisme du katana comme on le connaît aujourd'hui. Les anciens sabres de la période antique japonaise sont appelés Jokoto et ressemblaient à ça ou même à ça pour les sabres les plus vieux. C'est les sabres de l'ère Heian comme le Dojigiri Yasutsuna qui ont été les premiers à ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir. Tous vos sabres de shonen préférés descendent de ces premiers sabres comme le Dojigiri Yasutsuna. Un esthétisme qui va alors que très peu évoluer en 1000 ans jusqu'à arriver jusqu'à nous. Non, mais ce qu'il y a de plus exceptionnel sur ce sabre, c'est évidemment ses performances de coupe. Vous savez, je me bats vraiment contre ce cliché tenace du katana qui dit qu'il est capable de trancher de façon presque surnaturelle comparé aux autres sabres. Mais le Dojigiri Yasutsuna me fait clairement mentir, tant il est surréaliste quant à ses performances supposées. Durant l'ère Edo, il existe alors une technique de coupe pour tester l'efficacité des lames. C'est la découpe de cadavres ou de prisonniers vivants, c'est le Tameshigiri. Une pratique particulièrement glauque, effectuée par des maîtres en coupe. Celui qui a testé le Dojigiri s'appelle Machida Chotayu. Et d'après son témoignage, il aurait empilé 6 cadavres avant de donner un grand coup latéral dedans. Il aurait alors transpercé sans mal les 6 corps, jusqu'à venir se planter sur le socle où ils étaient posés. De telles performances alors que la lame avait déjà plus de 500 ans à l'époque. Bon, évidemment, on ne va pas retenter l'expérience aujourd'hui, alors on ne peut que le croire sur parole, ce qui ne suffit pas vraiment à donner du poids pour les historiens. Cependant, on peut raisonnablement croire que même si c'est de l'exagération, cela vient d'une amplification de performances exceptionnelles réelles. Bon, ok, ça ne suffit pas à avoir le surnom de tueur de démons, et c'est là où on entre dans la légende mystérieuse du sabre et de ses propriétés supposées fantastiques. Ce serait en 995 que l'empereur aurait ordonné à 4 de ses généraux, dont un certain Minamoto no Yorimitsu, de se débarrasser d'un bandit si assoiffé de sang qui serait devenu un démon, Shuten Dōji. Il sévirait alors au nord de la capitale, au nord de l'actuelle Kyoto, et il enlèverait ses habitants pour les dévorer. C'est en lui faisant boire du saké empoisonné au cours d'un banquet que Minamoto no Yorimitsu eut l'occasion de lui trancher la tête de son sabre. Ce sabre fut alors renommé Dojigiri, le tueur de démons. Il est encore visible aujourd'hui au musée national de Tokyo et est considéré comme un trésor national du Japon. Trancher 6 corps, c'est bien. Tuer un démon, c'est incroyable. Mais qu'en est-il d'un sabre si terrifiant que c'en est lui le démon? Onimaru Kunitsuna, le démon. Comment vous parlez de ce sabre?
Bon, ok, c'est un tachi forgé aux alentours du 12e et du 13e siècle par Awataguchi Kunitsuna pour un certain Hojo Tokimasa. Ce Tokimasa n'est pas n'importe qui, car à force de complot, il a réussi à devenir shiken, c'est-à-dire régent du shogunat. Sauf qu'il est devenu si puissant qu'il a commencé à devenir bien plus important que le shogun lui-même, jusqu'à finalement parler totalement en son nom, en l'éclipsant totalement, instaurant même une longue dynastie de plusieurs siècles de Hojo en tant que shiken, rendant cette famille l'une des plus puissantes du Japon. Évidemment, c'est un sabre magnifique et particulièrement bien fait, particulièrement efficace. Mais c'est dans le Taiyeki, une chronique ancienne de l'histoire du Japon, que la légende noire du démon va se construire. Hojo Tokimasa était victime de nombreux cauchemars, où il y voyait un démon apparaître. Lors d'un énième rêve perturbé, il entendit son propre sable lui murmurer « Quelqu'un m'a touché avec des mains sales et je ne peux à présent sortir de mon fourreau, car je suis trop rouillé. Si tu veux te débarrasser de ce démon, tu devras me libérer de cette rouille. » Alors, en se réveillant, il se serait précipité sur son sable pour le nettoyer, le polissant jusqu'à ce qu'il ait totalement retrouvé ses anciennes capacités. Il l'exposa alors et le sable serait tombé contre la décoration d'un brasier, que l'on appelle en japonais hibashi, en fendant en deux sa décoration en argent qui représentait un démon. Et c'est à partir de ce moment-là que la légende jugea que ce sabre était habité lui-même par l'esprit d'un démon et Tokimasa n'eut plus jamais de cauchemar. Mais l'histoire de ce sabre ne fait que commencer, car visiblement le démon se forgera une solide réputation de sabre maudit par la suite. Tout d'abord, il a été hérité de Hojo en Hojo jusqu'au terrible suicide de son dernier propriétaire, Hojo Takatoki, qui s'est ôté la vie avec celle de toute sa famille lors du siège du château de Kamakura. Ce sera la fin du règne des Hojo en tant que shiken. Son bourreau, Nita Yoshisada, récupérera le démon et l'utilisa en combat le jour où il eut un destin tout aussi tragique. Son cheval se fit tuer par une volée de flèches et en tombant, il s'était fait coincer en dessous. Impossible pour lui de bouger. Et en voyant que les archers ennemis étaient en train de le viser, il se serait égorgé lui-même en tentant même de se décapiter. Passant alors de main en main jusqu'au shogun Tokugawa Ieyasu, il se fit méfiant de cette lame démon en craignant qu'elle ne lui apporte le malheur. Il la confia alors à une très célèbre famille de polisseurs de lames et d'experts en sabre. Bon, du temps a coulé sous les ponts et depuis, ça reste une belle lame. Et étant donné que rien ne s'était déclaré de spécial chez la famille des polisseurs, elle fut finalement offerte à l'empereur Go-Mizuno pour fêter la naissance de son fils. Mais comme un terrible coup du sort, après cet horrible cadeau, l'enfant décéda. Le cadeau est alors renié par l'empereur et retourna en sécurité chez la famille de polisseurs de sabres. Finalement, avec la confiscation des sabres pour les civils lors de l'ère Meiji, l'industrialisation japonaise, elle sera récupérée par la famille impériale. Encore aujourd'hui, la lame démon est une propriété de l'agence impériale du Japon et n'est que très peu montrée au public. Au final, et même si on n'a vu que 3 des 5 sabres dans cette vidéo, les Tenka Goken nous montrent que le sabre japonais n'était pas juste une arme comme un outil sur un champ de bataille, ou même de duel, manié par une multitude de personnages, pour des raisons martiales évidemment, mais aussi religieuses, politiques ou artistiques. Et rien qu'au travers d'un sabre, là où beaucoup y voient qu'un bout de métal, tranchant et esthétique, on peut surtout y voir une vitrine passionnante sur le passé historique, et parfois légendaire du Japon, qui a participé à faire de certains de ces objets des trésors inestimables. Je tiens tout particulièrement à remercier les tipeurs et le sponsor Art Katana, sans qui rien de tout ça ne serait possible. En attendant, j'espère être à la hauteur de tout votre soutien et à la prochaine vidéo.